Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour, aujourd'hui je reçois Elodie Blueberry, la chère Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour Mathilde. Je t'ai invitée aujourd'hui parce que j'avais envie de parler avec nos auditeurs de tout ce que tu fais avec le fil et tout ce que ça t'apporte et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas de tout ce que tu fais avec. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs, nous dire qui tu es? Oui, merci beaucoup pour ton invitation Mathilde. D'habitude c'est moi qui pose la question donc ça fait bizarre de l'entendre. En fait, je me mets dans la peau des personnes que j'enregistre aussi. Moi, je m'appelle Elodie, donc j'ai 35 ans. J'habite dans le sud de la France, d'où l'accent vers Toulouse. J'ai 2 enfants, j'habite à la campagne et donc je donne des cours de couture et de tricot aussi et de broderie. Et donc, j'ai un site internet que j'alimente régulièrement sur le blog, en fait, pas mal sur Instagram aussi. Et j'ai des patrons de broderie qui sont en vente sur mon site. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai un podcast comme toi aussi. Voilà, oui, c'était aussi pour ça que je trouvais ça intéressant de t'inviter parce que justement c'est quelque chose que tu as commencé à peu près en même temps que moi. On a eu des invités communes il y a pas très longtemps, d'autres pas communes et voilà, je trouvais intéressant de partager aussi sur ce que le podcast peut t'apporter. En plus de tout ça, comme mes autres invités, j'aime bien savoir un petit peu comment t'es arrivée à la couture, toi. En fait, j'ai commencé très tôt parce que ma grand-mère a fait plein de choses. Elle m'a appris plein de trucs. Et surtout, en fait, c'est avec elle que j'ai commencé, je pense, par la broderie et le tricot quand j'étais petite. C'est-à-dire quand j'avais, je sais pas moi, 6, 7, 8 ans peut-être, je sais pas trop. Et ma mère, elle faisait du patchwork, en fait, quand j'étais petite. C'était à la mode dans les années 80. Donc, elle allait à un club de patchwork et du coup, j'en faisais avec elle. Donc, j'ai fait du patchwork quand j'étais petite. Après, j'ai continué au collège. Je faisais partie d'un club de patchwork au collège parce que c'était vraiment la mode. Super. Et voilà, après, j'ai un petit peu arrêté quand j'étais au lycée, quand j'ai fait mes études et tout ça. Mais j'ai toujours aimé... ce que j'ai jamais arrêté, c'est la broderie, le tricot. En fait, j'ai pas tellement accroché quand j'ai commencé petite. Et en fait, c'est quand ma fille est née, donc qui a 13 ans, quand elle était toute petite, je pense qu'elle devait avoir même pas 1 an, que j'ai eu envie de lui faire en fait quelque chose en couture. Et c'est là que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. En fait, j'ai récupéré une vieille machine à coudre d'occasion. Et j'ai commencé à faire des trucs pour elle, des vêtements, des petits accessoires. C'était très très moche, soyons. Et voilà, j'ai un peu appris sur le tas, un peu toute seule, en parcourant pas mal les blogs. Et je trouve que c'est ça qui est génial avec Internet, c'est qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur Internet sans forcément prendre des cours. Après, moi je trouve que les cours c'est quand même important derrière, mais on peut commencer facilement en fait. On peut avoir accès facilement à pas mal d'infos et pas mal de techniques sur le net. Elodie, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis, comme plusieurs de mes autres invités, que tu as commencé avec des blogs, avec peut-être des tutos YouTube ou des choses comme ça. Et en effet, moi aussi, j'ai parfait, tout point technique. Souvent, je commence par aller chercher sur Internet s'il y a quelqu'un qui l'aurait expliqué avec des photos, avec une vidéo ou quelque chose. Et en effet, c'est assez passionnant de savoir qu'on a tout ce matériel à disposition directement à un pas à notre clavier. Tu parlais aussi des cours de couture. Comment est-ce que toi, pour le coup, est-ce que tu as pris des cours en présentiel pour parfaire un peu ou pour développer ta pratique de la couture? Non, en fait, j'ai pas pris de cours. Mais je pense que ça m'aurait vraiment servi quand j'ai débuté, en fait, parce que j'ai mis beaucoup de temps à acquérir certaines techniques. Je sais que je suis des comptes sur Instagram où les filles apprennent vraiment très très vite. Moi, ça n'a pas été mon cas, clairement. J'ai mis du temps. Et je pense que clairement, des cours en présentiel, ça m'aurait beaucoup aidé. Je sais pas, je saurais pas donner d'exemple précis, mais ça m'aurait permis, disons, des raccourcis sur des choses que j'ai mis du temps à comprendre ou à m'apercevoir toute seule un peu par hasard.
En fait, toutes les informations qu'on trouve gratuitement sur Internet, c'est vraiment génial parce il y a de tout. Mais du coup, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas forcément quelles sont les bases pour se lancer. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal quand on commence en fait de prendre des cours et avec le recul, je pense que ça aurait été mieux pour moi d'en prendre en débutant. Oui. Et justement, toi, maintenant que tu es de l'autre côté de la barrière et que c'est toi qui as choisi de donner des cours en présentiel à des couturières qui débutent ou qui sont plus affirmées, qu'est-ce que tu en ressors toi, déjà, qu'est-ce que tu aimes dans ce partage à ce moment-là et qu'est-ce qu'on te renvoie comme avantage à ce lien 1-1 en fait? Alors, moi, ce que j'aime trop, c'est quand je vois les filles qui progressent ou qui arrivent à faire quelque chose dont elles ne se pensaient pas capables. Donc, de commencer avec quelqu'un qui débute et puis de quelques mois après lui dire, ben ça, tu peux te lancer sur cette technique. Maintenant, t'es plus débutante, tu vas y arriver. Il y a des filles qui sont trop contentes quand je leur dis ça parce qu'elles ont l'impression d'avoir atteint le Graal, quoi. Donc ça j'adore. J'aime trop, en fait, voir la progression des gens, pouvoir les aider et sentir que je leur ai appris quelque chose ou je leur ai décoincé une situation, soit de machine à coudre bloquée, soit de technique. Ça j'adore. Et après, la suite de la question, c'était qu'est-ce qu'elle te renvoie elle et qu'est-ce qu'elle te donne comme, qu'est-ce qu'elles ont le sentiment d'y trouver en fait, à ton contact, à ton apprentissage, etc. La plupart du temps, c'est en fait, elle me dit souvent, sans toi, j'y serais pas arrivée. Alors que je pense que c'est pas forcément vrai, mais peut-être ça aurait pris beaucoup plus de temps, peut-être que ça aurait pris beaucoup plus d'essais ratés. Mais en gros, ce qui ressort, c'est que elles ont besoin d'être guidées. Elles ont besoin qu'on leur donne les étapes et qu'on leur montre, voilà, un peu le chemin à suivre. Et parfois, en fait, quand on est seul face à sa machine à coudre et face à son patron, on se fait une montagne de quelque chose qui est pas en fait très compliqué. Et l'explication de quelqu'un qui va vous accompagner précisément sur une étape ou sur un process, en fait, ça débloque des choses. En fait, je trouve que le contact humain et les explications, ça débloque beaucoup de situations. Alors que quand on est seul face à sa machine, on est bloqué, on se dit mais j'y arriverai jamais, mais je comprends pas ce qu'elle veut dire dans une explication de patron ou pourquoi ça fonctionne pas avec la machine, alors que des fois c'est quelque chose de tout bête en fait. Oui. Mais juste apporter de la confiance aux gens en fait. Moi c'est ça que j'aime bien. Ouais. Voilà. Alors pour donner des cours de couture, moi aussi je suis assez d'accord sur tout ce que tu dis et je trouve que c'est l'importance en fait du contact humain, d'accompagner les gens, leur donner confiance et parfois juste leur donner un petit coup de main technique ou comme tu dis pour toi, peut-être que ces personnes-là auraient trouvé cette technique au bout de plusieurs mois, semaines d'essais, d'apprentissage et de visionnage de vidéos YouTube, alors que finalement avec un coup de main technique ils vont arriver à la même chose mais plus rapidement et en tout cas avec un savoir-faire offert quoi. C'est ça, et puis moi ce que j'aime bien dans les cours que je donne, c'est de toujours avoir une approche bienveillante, c'est-à-dire je vais jamais souligner ah ben non ça c'est trop mal fait ou ça il faut refaire ou en fait j'essaye d'expliquer en amont et puis je laisse faire la personne en fait et quel que soit le résultat. Bon, si vraiment l'étape est foirée, on refait ensemble. Mais si même le résultat est pas parfait, c'est pas grave, on laisse parce que ça donne confiance aux personnes qui prennent le cours. Et je trouve que la fois suivante, elles ont plus de confiance en elles. La même étape, elle est mieux réussie parce qu'elles ont pas peur de s'y lancer. Enfin voilà, moi j'aime bien insister sur le côté un peu bienveillant. Pas de jugement, c'est normal d'apprendre. Pour moi, en fait, quand les personnes elles viennent en cours de couture avec moi, c'est pas pour avoir un objet fini parfait, c'est plus pour apprendre un process, une technique. Voilà, je trouve que c'est ça le plus important. Écoute, c'est les retours que j'ai eus de tes cours également. Donc, c'est justement ton attention, ta bienveillance et vraiment pas de jugement et l'accompagnement toujours pour aller avancer et trouver confiance quoi. Donc je pense que c'est comme ça qu'on progresse aussi.
Je suis d'accord. Enfin, quand il reste plus vite après, faire refaire aux gens, ça n'a pas forcément un intérêt pédagogique toujours, je trouve, parce que ça va amener dans une spirale négative où tu te dis, ben, je sais pas faire, je dois refaire, est-ce que je vais y arriver? Je vais pas y arriver comme il faut, il va falloir refaire et refaire et refaire, et le projet avance pas, et les gens sont frustrés, enfin, voilà. Donc moi je préfère, même si c'est pas parfait, ben on fait comme on peut, et je pense qu'en couture il y a beaucoup, enfin comme dans tout en fait, comme dans tout loisir, c'est quand on refait, qu'on refait les choses de nombreuses fois qu'on y arrive, donc c'est parfaitement normal que la première fois ce soit pas parfait, et si c'était parfait, ben faudrait aller travailler chez Chanel, quoi. Donc Mais oui, mais toutes les filles qui sont arrivées chez Chanel, ils ont bien fallu qu'elles refassent et refassent des centaines et des milliers de fois. Donc, mais c'est ça, mais c'est pour ça que quand on vient dans un cours de couture pour le loisir, ben c'est important de pas se mettre la pression et de pas se dire oh mon Dieu c'est raté. Enfin voilà, pour moi c'est de l'apprentissage en fait, ça fait partie. et puis chercher la perfection, enfin on n'est pas là pour la perfection, enfin je veux dire même après des années de couture, que ce soit toi, moi ou d'autres, il y a toujours des petites choses qui vont pas. Alors soit on décide de refaire un raccord ou de remettre une couture un petit peu au bon endroit, mais enfin voilà, c'est pas parfait quoi. Et justement c'est aussi ce que peut apprendre la couture, que ça a pas besoin d'être parfait pour être portable et de nous apprendre et de nous apporter du plaisir à le faire et à en prendre possession ensuite, quoi. Oui, puis je pense qu'il y a des étapes au début, c'est difficile d'acquérir une technique, et puis une fois que tu as bien une technique en main, bah à ce moment-là, tu peux passer à des finitions plus jolies. Enfin voilà, tout vouloir apprendre en même temps, je trouve que c'est un peu difficile, et puis ça noie les gens, quoi. Tu disais que tu donnais aussi des cours de broderie. Oui. Comment ça se passe? C'est sur des temps courts? Vous faites un motif à chaque fois? Ou est-ce que tu as différents niveaux? Ou comment ça se passe? Alors là, cette année, je n'en ai pas donné, vu le contexte vraiment compliqué. Les derniers que j'ai donnés, c'était au mois de juin l'an dernier. Donc, c'était avec Au Boulot Cocotte. C'était des ateliers en visuel, enfin en visio, pardon. D'accord? Puisque c'était le confinement, enfin c'était juste la fin du confinement, voilà. Donc, généralement, je prépare un motif assez basique et simple. Juste pour le cours, c'est des cours de 2 heures en général où on voit un ou deux points en général. Et pareil, il n'y a pas de pression, quoi. On essaye d'apprendre. En fait, le but c'est que de faire des premiers points, de voir ce qui va pas, et puis d'apprendre des techniques pour améliorer un rendu visuel, ou voilà. Donc c'est plutôt débutante. En général, les cours de broderie que j'ai donnés, c'était plutôt au niveau débutant. Et sur les patrons que tu as créés et qui sont en vente sur ta boutique, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu en es arrivé à créer un patron et comment on en arrive au résultat? D'ailleurs, tu en as publié un, je crois, cette semaine. Donc s'il y a des amateurs de ces très beaux motifs de broderie, n'hésitez pas à consulter la boutique d'Élodie. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en arrives à cette finalisation après? Oui, c'est un peu, j'essaye de réfléchir par où commencer, mais je vais essayer de résumer. En fait, j'ai commencé parce que j'avais envie de dessins qui me ressemblent, enfin de patrons de broderie, de motifs qui me ressemblent un peu plus que ce que je pouvais trouver sur Internet. C'est vrai qu'on trouve pas mal de motifs assez, j'ai envie de dire, universels, des fleurs, des abeilles, voilà, on trouve beaucoup de motifs floraux, je trouve, et j'avais envie de motifs qui me ressemblent plus et qui ressemblent plus à la communauté dans laquelle j'évolue aussi, c'est-à-dire le tricot, la couture, etc. Et j'ai vraiment eu un crush sur les dessins, les illustrations de Marion, donc c'est Yoarma sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Marion, elle fait des illustrations, et en fait je l'ai découverte parce que elle fait aussi du design tricot et elle illustre ses patrons de tricot
donc avec ses illustrations perso, et j'ai trouvé ça magnifique. J'aime trop son univers. Pardon. Voilà, j'aime beaucoup, et j'ai eu envie de travailler avec elle en fait pour un patron de broderie. Je saurais pas dire en fait exactement comment ça a commencé, mais je crois que c'est moi qui l'ai contacté pour lui demander si ça l'intéresserait. On a travaillé ensemble, et vraiment c'est quelqu'un que j'adore. Elle est hyper à l'écoute, elle est ouais, on s'entend très bien. C'est pas le plus important dans un patron de tricot de s'entendre bien avec l'illustratrice, mais pour moi c'était hyper important en fait. Bah pour tout le travail, quoi. Ouais, puis c'était hyper important d'avoir quelqu'un qui puisse illustrer les idées que j'ai et les comprendre en fait et les matérialiser. Oui. Donc on a pas mal travaillé, j'ai fait beaucoup de tableaux Pinterest puisque Pinterest c'est la vie et que je l'utilise énormément. En fait, j'y donne enfin avec toutes les illustratrices avec qui j'ai travaillé, en général, je leur donne une direction, je veux tel motif, je veux qu'il y ait tel détail, donc je fais une liste des éléments que je voudrais voir apparaître sur l'illustration, et je fais des tableaux Pinterest pour donner un petit peu une ambiance. Mais après, j'insiste toujours sur le fait que ça doit quand même rester avec leur patte personnelle, que ça doit rester leur inspiration perso et leur style en fait. Je trouve ça hyper important de respecter le style de quelqu'un, d'un illustrateur Oui. avec qui on travaille. Et donc j'ai commencé avec le patron de la tricoteuse, et je pense que c'est le patron qui plaît le plus en fait dans ma boutique. Forcément, puisque les tricoteuses s'y retrouvent aussi dedans. Mais ouais, j'aime beaucoup cette illustration. J'ai aussi travaillé avec Charline, donc je crois que c'est Charline MD sur les réseaux sociaux, mais je te dis ça pour que tu puisses mettre les liens et tout ça. Merci. Charline, elle a fait l'illustration self-love que j'adore aussi, parce qu'en fait c'est un thème que j'aime beaucoup, c'est le fait de s'aimer, voilà, comme on est, de s'accepter. Et je trouvais ça bien de pouvoir le retranscrire en broderie. Comme ça, on peut se l'accrocher, le mettre au-dessus de son lit et y penser tous les jours. Comme un mantra. Ensuite, j'ai fait certains patrons moi-même, mais c'est des motifs beaucoup moins élaborés. Par exemple, il y a un patron pour broder un pull tricoté, un patron donc pour broder avec de la laine sur de la laine. Là, c'est un motif plus floral et plus simple que j'ai dessiné moi-même. Et ensuite, le troisième motif vraiment illustré, c'est le motif de Noël, donc dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est Lucille, donc son pseudo sur Instagram, c'est Studio Notographe, avec qui j'ai travaillé et qui m'a fait une illustration trop mignonne, très cocooning, en mode Noël, sapin, thé, plaid, couverture, voilà. Tout ce qu'on aime à Noël, quoi. Noël. Ouais, ça arrive. Il faut y penser. Et toi, donc, quand tu reçois les dessins, tu essayes de les broder et donc tu choisis des points pour chaque couleur, chaque trait, etc. en fait. Alors voilà, quand déjà c'est pas évident, je pense, pour les illustratrices parce que il faut qu'elles me fassent un dessin. Ça, je leur précise déjà avant de commencer pour voir si c'est possible ou pas. Il faut qu'elles me fournissent une illustration qui soit brodable en fait. Donc ça n'existe pas vraiment comme mot, mais il faut que ce soit adapté aux contraintes de la broderie, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait trop de détails, ou en tout cas des détails pas trop petits, puisqu'il faut que ce soit possible pour les personnes qui vont broder de faire des points sur cette illustration. Donc il faut vraiment que ce soit adapté à la discipline. Donc déjà on travaille là-dessus, et par exemple Lucille m'avait proposé pour Noël 2 illustrations, et donc j'ai choisi celle qui est sortie parce que la première elle était très très belle aussi et j'ai beaucoup hésité, mais la première elle aurait été vraiment trop longue à broder, il y avait énormément de détails, c'était très beau, mais je pense que ça aurait pas été adapté pour un patron de broderie. Et donc après, une fois que j'ai reçu l'illustration, voilà, je choisis les points.
J'essaye de faire en sorte, en fait, de proposer des points différents sur chaque patron. Même s'il y en a toujours en commun, j'essaye de rajouter, de modifier un ou deux points pour apprendre des nouvelles techniques dans chaque patron. Et en général, pour Lucille, par exemple, pour le dessin de Noël, on avait déjà choisi un petit peu les couleurs ensemble. Donc, quand elle m'a envoyé l'illustration colorisée, moi, je suis partie sur les couleurs qu'elle avait choisies. Et je crois que Marion, pour son illustration de la tricoteuse, pour les couleurs, elle m'avait proposé certaines couleurs. Et non, c'était pas ma gamme de couleurs, donc on avait un petit peu modifié. Parce qu'en fait, je suis toujours un peu sur les mêmes couleurs, donc je suis un petit peu en boucle. Mais voilà. Et après, pour Charline, je crois pas que j'ai changé les couleurs. Je sais plus, mais je crois que j'ai gardé les couleurs qu'elle m'avait proposées parce que ça me correspondait à peu près. Je sais plus si on en avait parlé ou pas. Mais en tout cas, oui, j'avais gardé les couleurs qu'elle avait choisies. Donc en fait, c'est un mix entre la palette qui va me plaire, ce que me proposait l'illustratrice, parce que j'aime bien aussi que elle puisse proposer des couleurs et moi me caler dessus. Ça amène un peu leur personnalité dans mon travail et puis ça permet de pas non plus tourner toujours sur du rose. Ce que j'aurais tendance à faire facilement en fait, si je faisais moi-même les. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup. J'ai pris le temps de regarder ton Instagram, ton blog, etc. Et c'est vrai qu'il y a toute cette palette de rose, on va dire du rose au marron, terracotta, caramel, vieux rose, violine, lit de vin, etc. Toutes ces couleurs-là. Et c'est vrai que c'est toujours l'esthétique qui ressort dans ton blog et dans ton Instagram. Ça me permet d'enchaîner directement sur le travail que tu as fait en colorométrie et je suis assez curieuse de savoir si ça a changé des choses. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ça va faire un an à peu près, un an ou deux, tu as rencontré quelqu'un qui fait de la colorométrie entre autres et donc qui analyse les couleurs suivant ta peau, tes cheveux, tes yeux, etc. et qui va dire si t'es plutôt dans les tons froids, dans les tons chauds, et puis quelles sont les couleurs qui te vont le mieux correspondant à ta carnation, qui en général te fait plutôt paraître plus vivant ou plus... ça te donne du mieux. Est-ce que tu peux nous dire cette expérience, ce que ça a fait, puis justement plusieurs mois après, comment tu le vis? Je pense que tu en as parlé d'ailleurs sur un des épisodes de ton podcast, s'il y en a que ça intéresse. Oui, donc en fait, c'est avec Clémence de l'Authentic Style. Elle fait de la colorimétrie sur Toulouse. Effectivement, on avait enregistré un podcast ensemble pour expliquer un petit peu ce que c'était, quel était l'intérêt, etc. Alors, c'est un sujet que vraiment j'adore et que j'ai déjà envisagé au tout début où j'avais un blog où j'ai commencé à faire de la couture. Mais j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver ma palette parce que les couleurs qui me plaisaient et vers lesquelles j'avais tendance à aller, c'était des couleurs très automne, c'est-à-dire bordeaux, mais des couleurs mates et plutôt froides. Le noir, le bordeaux, le marron, voilà, des choses comme ça à peu près. Des tissus sur lesquels je flashais systématiquement. Et j'avais du mal à trouver moi-même mes couleurs. Il y a des personnes qui arrivent très bien, hein, donc je pense qu'il y a des gens qui peuvent se passer de la colorimétrie à l'aise. Mais moi, vraiment, j'arrivais pas à me reconnaître. Souvent, on dit qu'on est une saison. Donc, été, couleur chaude, automne, couleur mate, un peu froide, hiver, couleur claire et froide, etc. Il y a plein de documentation sur Internet, il y a plein de nuances dans les saisons, il y a plusieurs sortes de printemps, plusieurs sortes d'été. Bref, moi, j'ai jamais su trouver ma voie là-dedans. Et en fait, j'ai entendu parler de Clémence et j'ai voulu la rencontrer parce que je pensais que c'était intéressant pour moi par rapport à la couture, en fait, pour compléter ma démarche de se coudre un dressing soi-même. Je trouvais ça vraiment passionnant de pouvoir découvrir quelles étaient les couleurs qui m'allaient et de pouvoir mieux choisir les tissus et peut-être même d'en acheter moins, mais mieux. C'était un peu ça aussi la démarche au départ. Et franchement, c'était génial. Ça a été une révélation entre guillemets. Je fais les guillemets avec les mêmes, on voit pas.
Ouais, pour moi, ça a changé plein de trucs. Alors déjà parce que Clémence, en fait, c'est sa façon de faire à elle. Je sais pas si c'est la façon de faire de tout le monde, mais elle fait une palette de couleurs en fait qu'elle m'a donnée. Donc j'ai ma palette de couleurs et ça c'est hyper utile en fait quand tu vas acheter du tissu, tu regardes rapidement dans ta palette si ça y est ou pas dedans. Ça m'a évité quelques craquages parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais des tissus qui dormaient au fond de placard et c'est souvent parce que en fait ça m'allait pas trop la couleur, donc spontanément j'avais pas spécialement envie de les coudre même si les tissus ils m'avaient plu à l'achat. Mhm. Et donc, je trouve que la palette, c'est vraiment génial. Et puis, en plus, elle fait comment dire, elle fait un petit état des lieux sur ce qui nous va, ce qui nous va pas, ce que elle voit pendant les rendez-vous de notre personnalité. Et en fait, c'était génial de se voir dans les yeux de quelqu'un d'autre qui est extérieur à nous-mêmes, parce qu'elle me voit pas du tout comme je me vois moi, forcément. C'était hyper enrichissant et moi, ça m'a beaucoup aidé, notamment pour s'affirmer, en fait, pour être un peu mieux dans ses baskets. Ça m'a vraiment aidé et je recommande à vraiment tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai certaines élèves de mes cours de couture qui sont allées la voir et qui ont été vraiment enchantées. J'en ai même une, elle a fait carrément tout un réagencement de son dressing avec Clémence. Elle a tout trié. Enfin, elle a fait un accompagnement complet. Et je trouve que en fait, spontanément, il y a des choses qu'on sait sur nous, mais j'ai envie de dire que ça aide à les réaliser, à les verbaliser aussi. Donc Clémence m'a expliqué que plus on vieillit, souvent mieux on se connaît et plus on a tendance à aller vers les formes et les couleurs qui nous vont le mieux. Mhm. Que c'est plus quand on est jeune en fait qu'on a besoin de la colorimétrie parce que on est souvent assailli de tendances de couleurs, par exemple en ce moment c'est la mode des bijoux dorés, voilà. Donc on trouve que ça en fait dans les magasins Mm. et si c'est pas le doré qui vous voit, c'est un peu dommage parce que Ça va être plus difficile. ouais, voilà. Donc c'est voilà pour moi ça a été vraiment hyper enrichissant et oui effectivement du coup je me suis rendu compte que je tournais quand même souvent autour des mêmes couleurs et ça m'a encouragée et puis ça m'a aidé aussi sur certaines couleurs que j'avais pas tendance vers lesquelles j'avais pas tendance à aller alors qu'en fait ça, ça serait bien pour ma carnation. Notamment je pense au en fait je suis très caramel, j'aime beaucoup le caramel. Et dans la colorimétrie, donc Clémence m'a expliqué que c'était plutôt des couleurs vives qu'il me fallait. Donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, c'est-à-dire que je vais un peu moins vers le caramel par exemple et un peu plus vers le orange qui tend vers le caramel quoi. D'accord. Et est-ce qu'il Voilà. y a des couleurs que tu ne portais pas du tout et tu t'es un peu mise à porter, ou est-ce qu'il y a une couleur que tu portais tout le temps et tu t'es dit oulala, erreur, erreur? Bah, erreur, c'était le noir et le bordeaux mat. Donc ça c'est vrai que j'ai tendance à plus trop en porter. Je vais C'est vrai? plus vers le rouge, ouais, je vais plus vers le rouge. En fait, ça me va mieux les couleurs un peu plus vives, si tu veux. D'accord. Donc, petit à petit, mais je me suis rendu compte que je l'ai fait naturellement. Ça m'arrive encore de porter du noir, mais honnêtement, c'est plus rare qu'avant. Parce que à chaque fois que je mets du noir maintenant et que je me vois dans la glace, je me dis effectivement, c'est pas top, quoi. Et du coup, j'ai tendance à beaucoup moins porter tous les trucs noirs que j'avais dans mon armoire et dans mon dressing et à beaucoup moins acheter de tissus sombres et foncés et mat. Et après, par contre, les couleurs vers lesquelles j'allais pas trop et vers lesquelles je vais maintenant, il y en a très peu. Par exemple, il devrait y avoir un petit peu de vert. Donc ça, j'ai encore un peu de bof quoi sur le vert. C'est pas, ça m'attire pas des masses, mais voilà, je vais un peu plus peut-être vers le bleu pan que je mettais un peu moins. Donc là, j'ai acheté un coupon par exemple de bleu un peu pan turquoise. Ouais. Je pense que je vais le coudre bientôt. Donc j'ai hâte. Et voilà, ça c'est par exemple un tissu que j'aurais peut-être pas forcément acheté avant, même si j'aime la couleur, mais qui finalement me va. Voilà. Super. J'avoue, j'ai fait un bilan aussi
en début 2020 et qu'il y a des couleurs que j'essaye de moins acheter, donc vers lesquelles j'essaye d'aller moins et que je comprends peut-être pourquoi je les mettais mais que j'étais pas forcément à l'aise avec, quoi. Et j'essaye d'aller vers d'autres couleurs vers lesquelles j'allais pas forcément et j'ai trouvé ça intéressant aussi de faire ce point-là. Je pense que c'est pas une vérité absolue. Il faut pas se dire, mon Dieu, si je fais pas la colorimétrie, ma vie elle est ratée. Mais en fait, moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que ça m'avait aidé quand même. Mais je trouve que ça met des mots ou que ça met en vérité quelque chose que tu sentais, ce qui était sous-jacent. C'est ça. Et puis moi, ça m'a permis d'aller peut-être plus vers des couleurs qui a priori me plaisent moins et de me dire, une fois ou deux, je me suis dit, allez, je vais essayer cette couleur-là plutôt que sur un même tissu qui est en plus pas peut-être plusieurs couleurs, plutôt que d'essayer de cette couleur où on m'a dit, en fait, ça ne met pas forcément en valeur le teint, de me dire, écoute, je vais essayer l'autre et voir ce que ça donne et s'habituer à le porter aussi parce qu'il y a des couleurs ou des matières ou des formes ou des choses pour lesquelles on se dit, non, c'est pas pour moi. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas dire que c'est pas pour moi, puis c'est suivant quel diktat, c'est pas pour soi. Et en fait, après, c'est aussi s'habituer, c'est-à-dire que c'est pas parce que on n'est pas à l'aise, alors à moins qu'il y ait un vêtement par exemple qui nous serre, qui nous fait mal ou qui nous met, s'il est trop long parce qu'on marche dessus ou parce qu'on voit trop notre décolleté ou des choses, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est technique. Mais après, si une forme ne nous va ou nous va pas, je pense qu'il y a aussi une question d'entraînement. De se dire, est-ce que j'ai l'habitude de voir une autre silhouette de moi dans ce vêtement-là, etc. Donc s'habituer à une couleur, à une forme, à quelque chose, je pense que c'est aussi un travail, ça peut être un challenge qu'on peut se faire sur une semaine ou sur un certain nombre de fois, se dire, faut que je le porte 10 fois avant d'être sûr de pas vouloir le mettre, et puis ça permet aussi de se dire, d'essayer d'aller chercher autre chose, je trouve, dans le rapport à son corps et à soi-même, quoi. Oui, complètement. Et puis en plus, moi, j'avoue, j'avais tendance à porter du noir parce que c'est vrai qu'on entend très souvent que quand on est ronde, le noir, ça affine, etc. Et c'est une couleur que j'aimais bien en plus, mais finalement, c'est pas le vêtement qui va faire que je me sens le mieux dans ma peau. Voilà, c'est pas parce que c'est une injonction que, il faut avant tout. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé parce que, en fait, avec Clémence, donc, elle a fait un rendez-vous chez moi et elle est venue me mettre, en fait, tu sais, les tissus contre le visage pour te montrer ce qui te met en valeur et pas en valeur. Donc, ça veut dire que pour moi, le noir, c'est pas complètement banni, mais c'est mieux si je le mets en pantalon que contre mon visage où on dirait que je suis en deuil ou que je sais pas que déprimée pendant 6 mois. En tout cas, le noir, c'est clair que pour moi, c'est pas l'idéal. Et justement, en termes d'acceptation de son corps, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment la couture t'a accompagnée au fil des années et comment, tu l'évoquais tout à l'heure, peut-être aujourd'hui, t'as un rapport peut-être plus apaisé avec ton corps? Oui, alors apaisé, ça dépend des jours, hein. Comme tout le monde, il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où bof, quoi. Mais oui, en fait, la couture, ça m'a aidé parce que quand j'ai commencé la couture, alors c'est peut-être un peu moins vrai maintenant parce que il y a beaucoup de marques qui font des grandes tailles et c'est plus accessible qu'avant. Quand j'ai débuté, ma fille donc était petite. Moi, j'avais pris pas mal de poids avec la grossesse que j'avais pas spécialement perdu. J'étais pas dans une période top et honnêtement, je trouvais pas du tout comment m'habiller dans le prêt-à-porter et c'était toujours source de frustration et de déprime parce qu'entre l'épreuve de la cabine d'essayage où tu rentres dans rien et les gammes de taille qui étaient vraiment restreintes, il y avait rien, il y avait quasiment rien au-delà du 42-44 il y a encore quelques années. Donc c'était vraiment très dur de s'habiller, très déprimant. Et la couture, ça m'a vraiment aidée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que juste en prenant mes mensurations et en les faisant en faisant une fonction du tableau des tailles, en fait, j'avais des fringues qui m'allaient. Donc rien que ça, ça m'a fait vraiment énormément de bien. Et j'ai commencé donc avec plusieurs marques. Tout ne m'allait pas, mais vraiment la révélation, ça a été de coudre d'Irendo. Parce que la silhouette en fait de base
des patrons de Direndo, elle est plutôt en sablier. Et c'est ma silhouette aussi. Et du coup, je me suis vraiment reconnue à mort dans les patrons de Direndo et ça m'a fait trop de bien de me dire qu'en fait, le problème, c'était peut-être pas moi, c'était peut-être la façon dont les vêtements étaient vendus dans le commerce, la façon dont le prêt-à-porter fonctionnait, parce qu'en fait, le but aussi dans le prêt-à-porter, c'est parfois d'avoir une image de marque, et certaines marques, pour garder leur image de marque, ne vont pas au-delà de la taille 42-44. Donc voilà, il faut le savoir, et puis quand on prend conscience de tout ça, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément nous le problème, c'est plutôt le prêt-à-porter, la fast fashion, voilà. Oui, et puis un manque de représentativité des formes dans le commerce, Même quoi, si finalement. maintenant ça a changé parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont fait des gammes grande taille. Il y a Mango qui a fait Violetta, il y a H&M qui a une gamme de taille pour les un peu plus curves. Je crois que c'est H&M+. Et sur Asos, on peut trouver pas mal de choses. Enfin, il y a quand même beaucoup de changements ces dernières années, mais en tout cas, moi, c'est grâce à la couture que je me suis sentie carrément mieux dans ma peau et dans mes vêtements. Ça, c'est clair. On a remarqué, si on te suit, que tu as souvent prêté ton image au patron d'Irendo, alors que ce soit pour des tests ou des reviews. Ou même justement tu as donné ton image à une couverture de patron d'Irendo et on a eu le plaisir de te voir également dans le livre Drest. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail de modeling en fait? En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que, comme je te disais, moi, j'adore la marque Direndo. Et quand j'étais enceinte de mon petit garçon, juste après avoir accouché, enfin pas longtemps après, Éléonore et Camille, elles m'avaient contactée pour me proposer les tests. Et je leur ai dit, moi j'aimerais beaucoup, mais en fait, elle s'arrêtait au 46 à l'époque. Et je leur ai dit, je pense que je fais plutôt un 48 maintenant que j'ai accouché, quoi. Donc, Éléonore, d'abord, a commencé par me proposer de faire un test en m'envoyant en fait le patron gradé à ma taille, donc une taille au-dessus de ce qu'elle faisait. Et elle leur avait dit, mais est-ce que vous voudriez pas augmenter un peu la gamme de taille, parce que je pense que il n'y a pas que moi qui suis concernée, enfin il y a beaucoup de monde qui est concerné, et c'était une réflexion qu'elles avaient déjà en fait, elles, de leur côté. Et du coup, elles m'ont proposé une fois qu'elles ont décidé d'agrandir la gamme des tailles, en fait, il se trouve que Éléonore, elle est sur Toulouse, donc pas très loin de chez moi. Elles m'ont proposé toutes les deux qu'on se rencontre ensemble, qu'on en discute, et que, c'était surtout pour parler des photos, parce qu'elles m'ont proposé les photos en fait au moment où elles ont agrandi la gamme des tailles. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ça m'a fait super plaisir parce que je me reconnaissais énormément dans leur marque, dans tout ce qu'elles proposaient. Je pense que j'avais quasiment tous les patrons. Avant d'être testeuse, j'étais surtout une très grande fan en fait de ce qu'elle faisait. J'aimais beaucoup l'univers d'Éléonore. Et donc ça s'est fait comme ça. Donc j'ai fait les premières photos, je sais plus en quelle année c'était, mais c'était le trench Luzerne, je crois. Et il y avait la jupe goji, enfin la jupe short goji. Oui. Et je crois que c'était mon premier shooting avec elle. Et en fait, j'ai trouvé ça trop bien, j'ai adoré. Et puis après, elles m'ont recontacté pour d'autres photos. Je crois que c'était la veste nénuphar et la robe givre. Oui. Ensuite, j'ai fait les photos avec Drest. Et en fait, oui, à chaque fois, ça s'est fait naturellement. C'est elles qui m'ont proposé quand elles avaient la possibilité, en fait, de faire les photos avec moi ou quand c'était pertinent. Et voilà, que dire de plus? Moi, j'ai adoré. Ça trop bien. Et ça t'a apporté quoi? Enfin, quelle confiance en toi ou quel bonus t'en a tiré? En fait, ça te permet d'apprendre un peu déjà à lâcher prise sur ton image.
parce que pour le blog, en fait, je faisais moi-même les photos. Donc là, pour une fois, c'était pas moi qui faisais les photos et surtout, c'était pas moi qui allais choisir. Enfin, même si elles m'ont toujours proposé les photos avant de les publier, savoir si j'étais d'accord avec telle ou telle ou telle photo. Mais à chaque fois, j'ai décidé en fait de dire oui sur les photos sans trop me poser de questions dessus. Donc ça m'a aidé à beaucoup lâcher prise parce que je me dis ben celle-là, même si je l'aime pas, ben Éléonore et Camille, eh ben, elles adoraient cette photo. Je me suis dit ben peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaîtront dedans et en fait, c'est surtout ça que ça m'a apporté, c'est surtout beaucoup de lâcher prise par rapport à mon apparence. En fait, je me dis, ben, si elles, dans leur choix éditorial, dans leur choix, ça leur convient et qu'elles trouvent que c'est pertinent, ben voilà, je vais les laisser choisir puisque c'est elles qui sont aux commandes Du du projet, site. quoi. Voilà, ben, si vraiment j'aimais pas la photo, elle l'aurait pas mise, hein, mais ça m'a beaucoup aidé à lâcher prise et à pas trop me poser de questions, en fait. Et est-ce qu'à partir de là, toi, tu as eu une image ou une façon différente de faire tes photos pour ton blog ou de choisir les photos que tu faisais pour ton blog? Comment est-ce que tu as senti quelque chose? J'ai eu des conseils forcément de la part du photographe en fait, Mhm. parce que moi j'avais jamais posé pour personne avant, donc pour la première séance photo il a fallu qu'il m'explique en fait comment on faisait en fait pour poser tout simplement, parce que il y a des petites techniques, des petits tips pour poser et donc j'ai un petit peu copié-collé ça sur mes photos, mais pas tellement non plus parce que le rendu de mes photos sur mon blog perso, c'est pas non plus le même rendu qu'on attend d'une marque de patron de couture bien établie et qui doit avoir des photos avec un rendu très pro, etc. Donc j'ai pris quelques conseils, mais j'ai pas non plus cherché à reproduire exactement ce que j'avais fait pendant une séance photo de Zirando. Ce serait quoi le plus gros conseil que tu aurais à donner pour prendre ses propres photos? Sur la pose? Alors moi déjà j'en prends beaucoup, D'accord. c'est-à-dire que je sélectionne enfin, je sais pas, sur une quantité de photos que je vais prendre, je vais en sélectionner 4-5, mais j'en ai pris peut-être une centaine, je sais pas. Mhm. Enfin, faut essayer. Moi, j'essaye d'avoir l'air naturel, tu vois. Je veux pas essayer de trop poser parce que je veux que les gens se rendent compte de la façon dont tombe le vêtement vraiment sur moi, quoi. Le but, c'est de partager un rendu véridique et pas un rendu trop posé non plus. Donc j'essaye de pas trop me mettre la pression. Et par contre, je trouve que c'est toujours plus joli des photos où je suis souriante, quoi. C'est-à-dire que si je suis pas souriante, j'ai l'impression que je vais tuer quelqu'un sur les photos. Donc j'avoue que le sourire, en fait, pour moi, c'est hyper important. D'accord. Puis en plus, je trouve que quand on voit dans son feed Instagram ou peu importe sur un blog quelqu'un qui sourit, ça accroche plus le regard, ça fait passer plus de choses, je trouve. Mais après, voilà, c'est un avis personnel, quoi. Oui. Ah oui, non mais je suis assez d'accord. Enfin, je trouve que c'est quand même plus sympa quand tu souris. T'es quand même là pour. Mm. Enfin, après, tu peux faire une esthétique non souriante, hein, mais c'est peut-être plutôt une. Avec moi, bof, parce que vraiment, je te dis, si je souris pas, je sais pas. Mais je pense que je suis pas la seule à le penser, hein, parce que vraiment, le photographe de Direndo a essayé de me faire des photos sans sourire et il m'a dit non, c'est bon, on va sourire. Bon, d'accord. Donc si vous croisez Elodie et qu'elle a l'air d'être pas très sympa, c'est juste qu'elle ne sourit pas, mais c'est pas grave. Voilà. Non, mais c'est ça. Hein. En termes de représentation, d'image, etc., on a eu la chance de découvrir que tu avais été l'inspiration d'une des créations du patron Elodie, la robe dress de Closet Color Pattern. Comment est-ce que à quel moment elles t'ont contacté dans la création de leur patron et à quel moment elles t'en l'ont appris et qu'est-ce que t'en as retiré au-delà du plaisir que j'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose t'as eu des retours peut-être internationaux que t'avais pas avant ou des choses comme ça sur tes créations, sur ton travail? Comment ça se passe?
Alors, elle m'a envoyé un message en fait sur Instagram. Enfin, je rigole parce que pour moi c'était fou. Elle m'a écrit pour me dire que elle aimerait bien appeler son prochain patron Elodie. Et à la fin du message, elle m'a rajouté, mais bon, on est juste en phase de test, donc si t'es pas d'accord, c'est pas grave. J'étais là, mais comment c'est possible en fait d'envisager que je sois pas d'accord? Ouais, enfin, alors je m'attendais vraiment pas du tout, et en plus, enfin moi dans ma tête, elle choisissait plutôt des personnes qui avaient des blogs anglophones, ou voilà. Donc vraiment, c'était une très grande surprise. Je m'attendais pas du tout. Et donc elle m'a contactée donc quand elle était en train de tester le patron, mais elle m'a pas proposé de le tester, c'est-à-dire qu'elle m'a juste proposé le dessin technique de me montrer. Donc j'ai dit qu'il me plaisait beaucoup, etc. Mais j'ai pas pu le tester. Et après, quand il est sorti, oui, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont mis à me suivre, qui n'étaient pas forcément francophones. Mais du coup, ça a pas changé grand-chose parce que moi, j'écris mes posts en français, en fait. Et du coup, je pense que c'est compliqué pour les gens qui sont à l'étranger de suivre quelqu'un qui écrit en français, puisque forcément, tu comprends rien à la légende où voilà, tout le monde parle français, quoi. Donc, je dirais pas que j'ai eu des retours spécialement... Enfin, un petit peu, oui, j'ai eu des abonnements, etc. Mais je dirais pas que j'ai eu des retours de beaucoup de gens qui me suivent, qui sont anglophones, quoi. Et on voit que tu as pu la tester, enfin, tu as pu la créer après cette robe, enfin, faire le patron, et en plusieurs versions, et que c'était pas mal, et qu'en effet, ça ressemblait vraiment, c'était dans l'esthétique de ce que tu portes d'habitude, donc... Je l'aime trop. Et puis, enfin, je sais pas, c'est hyper touchant, en fait. Donc, oui, c'est vraiment un patron qui est cher à mon cœur. Et je l'aime beaucoup. Je comprends. C'est une belle attention. Et de se sentir icône, c'est quand même pas mal, quand même. Ouais, ça fait trop bizarre, en fait. Je sais pas. Pour revenir à la couture, tu as pris une direction, enfin, tu as depuis le début une certaine éthique dans tes choix de couture, c'est-à-dire tu prends des patrons qui sont plutôt des patrons grande taille à ta taille. Je t'ai pas vu forcément parler de regrader des patrons, donc forcément tu favorises les entreprises de patrons qui font des patrons à ta taille. Tu fais des choix de tissus qui sont plutôt des choix éthiques tant que faire se peut. Aussi au-delà de l'écologie, aussi en termes de... aussi pour l'écologie, le fait que ça dure. Donc t'as utilisé des tissus de qualité. Ce que j'ai bien aimé, c'est t'as un article où tu t'es revenu en fait sur tes créations de l'année passée, et j'avais bien aimé lire ça, et enfin, moi c'est ce qui me plaît au-delà de la couture, je le fais pour le faire et je le fais pour le porter. Et tu es revenu en disant, bah voilà, celui-là je l'ai porté, je l'ai pas porté, il s'est abîmé, il s'est pas abîmé, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de refaire? Est-ce que c'est un bilan que tu fais régulièrement avec ton propre dressing? Comment ça se passe? Bah, en fait, je trouvais ça hyper dommage que sur Instagram, on publie un vêtement sur lequel on a passé vraiment des heures et des heures, parce que je trouve que ça a l'air facile comme ça sur Instagram de poster tous les 2 jours un nouveau vêtement. Mais concrètement, c'est beaucoup de temps, et en fait, moi, j'aime pas trop faire des vêtements à la chaîne juste pour les montrer et pas les porter. Et oui, je lisais pas mal aussi que oui, en ce moment sur Instagram, c'est la course à qui va en faire le plus, etc. Et je me suis dit, c'est vrai que ce serait intéressant de faire une rétrospective de ce qui a marché, de ce qui a pas marché, de peut-être donner des conseils, que les gens aient un point de départ de réflexion, même si ma parole, c'est pas une vérité absolue, c'est pas le but, mais ça permet de comparer aussi un petit peu plus sur un temps un peu plus long que ce qu'on peut voir sur Instagram, de se rendre compte de ce qui a fonctionné, de ce qui a pas fonctionné. Donc pour l'instant, j'ai pas un autre article du même genre qui est prévu.
mais je pourrais très bien le refaire. Et par contre, j'ai eu très peu de retours dessus en fait. Donc je me dis, est-ce que c'était vraiment très pertinent? Je sais pas. Mais en tout cas, moi je trouvais ça hyper intéressant de voir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et justement, j'ai pensé il y a quelques jours parce que je porte mon Kelly Anorak tous les jours le matin pour aller amener mon fils à l'école. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'en parler d'en reparler en fait, déjà pour les gens qui me suivaient pas forcément à l'époque, et puis pour celles qui me suivaient de voir qu'en fait c'est un vêtement qui dure super longtemps parce que enfin super longtemps. Ça fait ouais 1 an que je l'ai fait, je pense, et je le porte quasiment tous les jours quoi. Donc il a vraiment très bien tenu. C'est un vêtement qui est passe-partout, que tu vas enfiler rapidement le matin et qui au final te sert quotidiennement. Donc c'est dommage d'en parler une seule fois sur Instagram et après on le voit plus. Alors que moi, dans ma vie de tous les jours, il m'accompagne encore. En fait, c'était aussi ça le but, c'était de montrer aux personnes qui me suivent quels sont les vêtements qui finalement sont des vrais vêtements que j'utilise très souvent dans Et mon est-ce que tu trouves quotidien. qu'avec le temps, les choix que tu as fait de couture, t'as moins de pertes, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tu portes dans le bilan que tu as fait sur cet article que je mettrai en lien, finalement tu as très peu de vêtements que tu ne portes pas. Il y en a un et tu t'es même dit je comprends pas forcément pourquoi. Donc mais tu étais prête à le donner parce que finalement tu te rendais bien compte que tu le mettais pas. Mais dans l'ensemble, tu as plutôt coché toutes les cases en termes de qualité de tissu et en termes de longévité et puis du fait qu'il rentre dans ta garde-robe, il peut être associé à plein d'autres tenues et que tu les as beaucoup portées. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu couds aujourd'hui, c'est effectivement des choses que tu portes ou est-ce que tu as encore beaucoup de ratés? Non, franchement, j'ai pas des masses de ratés. Et d'ailleurs, vraiment, j'en suis contente parce que je pense que dans l'article que j'avais fait, c'était la veste nénuphar Ouais. que je portais pas beaucoup. Et en fait, elle me plaît tellement que j'ai pas eu le courage de la donner. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais elle est super, mais en plus, elle est dans tes couleurs, elle est dans tout ça, mais c'est vrai que pour le coup, t'es habillée en noir dessous. Je l'aime trop. Et je pense que je la porte pas beaucoup parce qu'elle est en wax, c'est assez épais et je préfère la matière plus fluidée et plus confortable. Et je pense que c'est ça en fait qui fait que je la porte pas beaucoup. Mais sinon je l'adore en fait cette veste, donc j'ai pas eu le courage de la donner. Elle est toujours dans mon dressing en parfait état et elle va y rester, je pense. Faut que tu trouves la Et tenue et la saison pour la mettre, quoi. peut-être aussi, ouais. Tout à fait. Mais du coup, oui, dans l'absolu, je suis quand même assez contente de moi parce que je pense que c'était un article que j'avais fait en plus qui concernait des vêtements que j'avais cousus avant de faire ma colorimétrie. Et maintenant que j'ai fait ma colorimétrie, je pense que j'ai encore moins de pertes parce que je me reconnais vraiment dans ce que je fais en fait. Et pour moi, c'est hyper important. C'est aussi important que l'étape de couture. C'est l'étape crucial, on va dire, du dressing, quoi. Et récemment, j'ai pas vraiment de choses que j'ai cousues que j'ai pas portées. Vraiment, je pense que même j'en ai pas. Ouais. Je porte beaucoup ce que je couds. Et tu as participé au livre Drest comme modèle. Est-ce que tu t'es penché sur la méthode et est-ce que tu as essayé de l'appliquer à ton dressing ou est-ce que c'était un travail que finalement, avec les différentes expériences que tu as, que ce soit la colorométrie, le questionnement sur ta silhouette, etc., c'est un travail que tu avais déjà fait ou est-ce que tu l'as fait toi aussi et t'en as ressorti quelque chose? Je pense que j'avais déjà fait et que ça m'a pris longtemps et que en fait j'avais fait le challenge Wardrobe Architect. À l'époque, c'était la marque Colette, donc Oui, aujourd'hui c'est Simwork, ouais, tout à fait. voilà, c'est un magazine de couture en fait qui sort tous les mois, je pense. Et ils avaient proposé, je crois que c'était en 2014, 2015, un challenge Wardrobe Architect où en fait, voilà, tu te posais des questions sur ta silhouette, sur tes contextes de vie, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui te va pas. Et j'avais fait ça. Ça m'avait beaucoup aidé déjà, même si j'avais pas à l'époque encore les couleurs et je pense que ça me manquait. Mais déjà, ça m'avait beaucoup aidé pour savoir dans quelle direction partir. Après, concrètement, je pense que j'ai suffisamment de vêtements
pour avoir des vêtements pour chaque contexte de ma vie, c'est-à-dire travail, sortie, etc. Donc c'est pas toujours une question que je me pose. En revanche, comme tu disais tout à l'heure, mais c'était pas à propos de dress, c'était à propos de ce que je couds. J'essaye de faire vraiment attention aux marques que je choisis, puisque pour ma silhouette, en fait, concrètement, si la marque va pas déjà jusqu'à ma taille, ben ça va pas le faire. Et je pense que c'est important aussi que les marques viennent aux grandes tailles et pas forcément que les grandes tailles toujours soient obligées de grader leur taille dans un patron que déjà elles achètent en fait. Et cet été, j'avais fait un patron qui s'appelle Cassandre, je crois que c'est la marque Clématis. J'avais dû agrandir d'une taille et alors j'ai eu plusieurs commentaires. Oui, mais pourquoi tu as fait cette marque alors qu'elle ne va pas jusqu'à ta taille? Moi, j'en ai marre. Je suis grande taille, j'en ai marre d'acheter des patrons et de devoir en plus les grader. Réflexion que je comprends, donc j'essaye vraiment de limiter au max. Là, le patron, il me faisait vraiment trop. Je me suis dit, tant pis, je vais le garder. Voilà, c'est pas ma taille. Puis je vais le grader. Mais après, oui, j'essaye de le limiter parce que je trouve que la réflexion, elle est juste parce que moi, j'ai la chance de recevoir des patrons que je vais pas forcément payer, que je vais avoir la chance de les tester, de les recevoir ou voilà. Mais quand on fait pas des tests, en fait, c'est beaucoup d'argent investi dans les patrons. C'est beaucoup de temps déjà pour faire la couture. Donc si en plus on doit se faire une gradation alors qu'on a payé le produit, en fait, c'est vrai que c'est un peu abusé, je trouve, dans l'absolu. Après, ça m'empêche pas de le faire parfois, mais dans l'absolu, je trouve que je comprends parfaitement la réflexion des gens qui refusent de le faire. Et je préfère privilégier les marques qui sont à ma taille. Et du coup, pour revenir à la méthode de Drest, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis longtemps. Donc, je pense pas spécialement que c'est une méthode dont j'avais hyper besoin pour m'améliorer en couture, mais je trouve que quand on débute, c'est génial parce que c'est vraiment les questions à se poser, c'est vraiment le cheminement par lequel il faut passer en fait pour avoir des coutures qui soient pertinentes. Tout à fait. Tout à fait. Et la Wardrobe Architect, elle a été reproposée depuis, je crois, assez régulièrement sur le site Simwork. Si on suit, c'est toute une espèce de petit cours en ligne proposé. Oui, je crois à l'époque où je l'ai fait, c'était gratuit, mais après, je sais pas si c'est dans le magazine ou si c'est un magazine en ligne, pour ceux qui sont intéressés. Je vous mettrai les coordonnées des patrons. Il y a des patrons dans chaque magazine et il y a des abonnements à des patrons, etc. C'est une des marques américaines qui a lancé les grandes tailles il y a très longtemps avec sa marque Colette à la base. C'est vrai qui a un peu lancé les patrons indépendants. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une des premières. Moi, je me souviens de ça. Tu disais que tu n'avais pas forcément accroché au tricot adolescente et tu t'y es remis à quel moment en fait? Je m'y suis remise, je pense pareil quand ma fille était. Alors, je m'y suis remise très exactement parce que ma belle-mère de l'époque, avant que ma fille naisse, en fait, son papa a eu une petite sœur alors qu'il avait 20 ans. Il a eu une petite sœur à 20 ans. Et donc, il y a un bébé qui est arrivé 2 ans avant ma fille dans la famille. Et donc, ma belle-mère de l'époque, s'était mise au tricot à fond pour la naissance de sa fille. Et moi, je trouvais ça trop fascinant et j'avais vraiment envie de m'y remettre. Et on en parlait régulièrement. Et puis, elle m'avait offert pour Noël le tricot pour les nuls. Donc, je m'y suis remise grâce à elle. Et au début, j'ai un petit peu ramé parce que j'ai commencé par une écharpe et que les écharpes, en fait, on dit souvent qu'il faut commencer par ça, mais moi je suis pas forcément d'accord parce que je trouve que c'est long et répétitif et honnêtement ça m'avait complètement saoulée, j'avais abandonné. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et après du coup je m'étais remise, je pense quand ma fille était petite, j'ai voulu lui faire des pulls qu'elle n'a jamais voulu porter, bien sûr. Donc c'était à l'époque où il y avait beaucoup de blogs de couture pour enfants, où il y avait la marque C'est Dimanche qui cartonnait pas mal pour les patrons enfants, et ils avaient aussi proposé quelques patrons tricot. Donc j'avais fait des patrons de tricot de cette marque.
J'avais fait une petite cape trop mignonne rouge pour ma fille que j'aimais trop et qu'elle a très très peu portée. Puis après j'ai commencé à faire des choses pour moi. J'ai commencé par le pull Il Grande Favorito que je pense beaucoup de monde avait fait à l'époque. J'ai commencé par ça, c'était mon premier pull aussi. Voilà, je pense que c'était obligé. Et j'ai commencé les aiguilles circulaires avec ce modèle que j'ai pas beaucoup porté parce que c'est très boxy en fait la forme et c'est pas spécialement ce qui me va. Mais du coup après j'ai découvert Ravelry, les teinturières indépendantes. Enfin voilà, j'ai mis un peu le doigt dans l'engrenage. J'ai mieux accroché en me lançant dans les châles parce que là il n'y a pas de problème d'échantillon, il n'y a pas de problème de taille, etc. Du coup ça en fait un projet un petit peu réussi à coup sûr quoi. Parce que quelle que soit la taille d'arrivée, au final, ça n'a pas une grande importance. Donc là, une fois que j'ai commencé les châles, ça m'a beaucoup plu. J'en ai fait pas mal. Et voilà, je me suis lancée petit à petit dans les pulls. C'est les gilets finalement que je porte le plus, donc que je tricote le plus. Mais en ce moment, voilà, j'ai pas beaucoup tricoté. Je sais pas, le confinement, ça m'a un peu coupé la chic. Ouais, complètement. Je sais pas. Ça a coupé mon mojo tricot en tout cas. Et comment est-ce que tu envisages l'association couture-tricot? C'est quelque chose auquel tu penses ou pas? Et est-ce que ça fait partie d'un tout pour toi? Ça fait partie d'un tout, mais plutôt, je pars plutôt de la couture parce que je fais beaucoup plus de couture en fait. Donc, ce que je fais en tricot, c'est que j'essaye de choisir souvent soit un châle, soit un gilet qui va s'associer avec ce que je porte. Et du coup, je pars souvent sur des couleurs unies. Donc gilet gris, gilet blanc, voilà, que je puisse porter avec des robes qui sont un peu plus qui partent dans tous les sens niveau imprimé et coloré quoi. Parce que j'ai tendance à adorer les tissus très chargés. Donc j'essaye de pas trop charger le côté laine qui va venir compléter la tenue. Donc j'y réfléchis globalement, mais pour le tricot, c'est quand même une réflexion un peu plus simplifiée pour moi que pour la couture. C'est une continuité de la couture en fait. Oui, voilà. Tu avais fait un article sur crop top, comment le porter avec sa garde-robe quand on est ronde en fait. Comment est-ce que t'as eu cette idée et est-ce que ça t'a poussé à essayer d'autres formes et d'autres styles que tu n'avais pas l'habitude et qui te tentaient ou pas? Alors, comment j'ai eu cette idée, je sais pas. Je m'en rappelle plus parce que des fois j'ai des idées complètement farfelues et des fois ça arrive jusqu'à l'article de blog et puis souvent non, ça reste dans ma tête, donc je sais plus trop comment j'ai eu l'idée, mais je pense que le sujet m'intéressait déjà parce qu'en fait le crop top c'est à la mode, mais c'est à la mode pour les adolescentes et moi j'aimais bien et je me disais est-ce que je pourrais le porter ou pas, et je pense que oui en fait. Il faut juste trouver la bonne combinaison et voilà, donc c'était peut-être ça qui m'avait donné envie de faire un article, je sais plus trop, mais le déclencheur ça a été que j'ai fait un top de DP Studio qui devait être un top normal et qui s'avérait être un top crop parce qu'il était vraiment très court. Alors je sais pas comment a été faite la gradation, mais sur le patron c'était pas spécialement annoncé que c'était vraiment court, alors que moi dans ma taille c'était clairement un crop top. Donc je me suis dit bon, mais c'est pas grave parce qu'il me plaisait quand même. Après c'est pas un top que j'ai des masses portées parce que c'était pas la longueur que j'avais envisagée au départ. Après j'aurais pu le mesurer sur le patron parce que quand j'ai coupé le patron, je me suis dit ouais, ça a l'air court quand même. Mais j'ai pas mesuré, je suis partie comme ça, je l'ai fait comme ça. Tout ça pour dire quoi? Que je sais pas comment trop m'est venue l'idée, mais en tout cas c'est la décision d'écrire l'article de blog, c'était que j'avais ce top court et je me suis dit ce serait bien quand même que je le montre, que j'en parle, et puis c'était l'occasion d'avoir un support pour ce sujet du crop top. Voilà, je pense que c'était comme ça que ça s'est fait en fait. Et tu primais l'idée que finalement il fallait, si on n'était pas sûr, il fallait essayer, il fallait tester. Oui, je trouve ça hyper important d'essayer. Et avant j'étais pas comme ça, mais en fait c'est grâce à Éléonore et Camille de Dirando toujours. Mais en fait
Parfois, pour les tests, on reçoit un patron, on se dit, waouh, je sais pas, franchement, là, je sais pas. Et puis, en fait, c'est en essayant qu'on se dit, si, carrément, quoi. Donc, moi, je trouve que ça coûte rien d'essayer, surtout que, si on aime la couture, en fait, on aime le process de coudre, on se fait une toile. Une toile, ça coûte certes du temps, mais en matériel, ça peut ne pas coûter grand-chose. Et on peut être surpris parfois en fait du résultat qu'on peut voir. Si c'est quelque chose qui est vraiment bien adapté à notre morphologie, finalement on peut s'apercevoir qu'on peut porter des choses que dans le prêt-à-porter on n'aurait jamais testé et qui nous seraient pas du tout allés. Enfin moi je sais que si j'achète un crop top dans le prêt-à-porter, ça va pas être beau quoi. Alors que si je fais un crop top que j'ai cousu, qui a ma taille, etc., en fait, ça peut le faire, mais il faut vraiment essayer. Faut pas se mettre des barrières en mode, je fais telle taille, donc je peux pas porter tel truc. Pour moi, c'est trop dommage. Et puis, en fait, en couture, maintenant, même si toutes les marques de patrons vont pas jusqu'aux grandes tailles, il y en a quand même pas mal. Et on peut trouver vraiment pas mal de choses à tester, des nouvelles coupes, des nouvelles formes, et il faut pas s'interdire par principe en fait certaines formes, je trouve. Je suis assez d'accord. Moi, je me souviendrai toujours d'un essayage avec des copines quand j'étais jeune adulte, et les copines me regardant en me disant mais c'est pas possible, tu vas pas essayer ça, tu vas pas mettre ça. Je dis je vais essayer. J'ai quoi à perdre à essayer finalement, aller dans la cabine et voir. Et quand je suis ressortie, elles m'ont regardé, elles m'ont fait tu le gardes. J'étais là, vous voyez, il faut essayer. Donc depuis, c'est un peu resté mon mantra. Et quand je vais faire du shopping, ce que je ne fais plus depuis que je couds, voilà, c'était souvent ce que je disais. Essaye, on verra, ça coûte rien. Ouais, c'est clair, ça coûte rien. Et moi, ça m'arrive encore de faire du shopping parce que j'aime bien, voir un petit peu les tendances, qu'est-ce qui se fait. J'en fais pas beaucoup en fait, mais des fois, je vais juste en repérage en fait. Voir quelles sont les formes qui ressortent. Voilà, j'aime bien encore. J'ai pas forcément l'occasion. Mon quotidien me le permet pas forcément, mais c'est vrai que si j'y vais, j'ai tendance à craquer s'il y a un truc qui me va. Donc j'essaye de pas trop le faire. Voilà. Mais oui, que ce soit Pinterest, feuilleter, les magazines de mode, etc. Ça donne des idées de ce qui peut être fait et de ce qu'on peut essayer. Qui est différent quoi, ou un constant renouvellement des formes et des couleurs et des matières, etc. Et je voulais finir avec le podcast, savoir comment ça t'est venu et puis ce que ça t'apporte et comment tu fais tes choix d'invités. Enfin, est-ce que t'as une ligne, est-ce que t'as quelque chose de précis, est-ce que tu donnes un rythme ou comment tu t'envisages ça, comment tu y es arrivé et comment tu l'envisages? Le podcast normalement il est publié tous les 15 jours. J'avais fait une pause cet été parce que j'avais un petit peu une saturation des réseaux sociaux, etc. Donc j'avais besoin de faire une pause. Et du coup, j'ai pas repris tout de suite à la rentrée parce que c'était assez chargé, etc. Et vraiment dans le rythme, j'ai pas réussi à trouver des moments pour enregistrer des podcasts. Mais là, c'est reparti depuis quelques semaines. Donc normalement, c'est tous les 15 jours le vendredi. Donc c'est un podcast qui s'appelle Un vendredi aux myrtilles, un podcast audio, et le but c'est d'inviter à chaque fois quelqu'un. Ça va pas être que forcément de la couture, mais ça va être d'inviter quelqu'un, mais sur un thème précis. C'est-à-dire que par exemple ici c'était plutôt pour parler de mon expérience perso, etc. Et dans mon podcast je préfère mettre l'accent sur une question technique en fait. Donc à chaque fois, il y a un sujet technique, c'est-à-dire comment choisir son tissu, comment choisir sa machine à coudre. Et puis j'essaye d'interroger un petit peu les personnes que je vais interviewer sur aussi leur entreprise en fait créative, sur l'entrepreneuriat en général. Du côté créatif, parce que je sais que ça intéresse certaines personnes qui écoutent le podcast me le demandent aussi. Donc ça, c'est plutôt la ligne éditoriale du podcast. Et je pense qu'il y avait une autre question et que j'ai perdu le fil. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte et voilà, comment t'as eu l'idée d'en arriver au podcast en fait?
C'est pareil, ça, je sais pas. Comment j'ai eu l'idée d'enregistrer un podcast? Ben, vraiment, je me rappelle plus. J'essaye de réfléchir, mais je pense qu'en fait, j'avais fait quelques vidéos, mais le format me plaisait moyen de la vidéo. Enfin, je me reconnaissais pas trop en voyant en vidéo et j'aimais pas spécialement. Mais par contre, échanger sur un thème précis, je trouvais ça hyper intéressant. Et finalement, ça a rien à voir avec les articles de blog que je fais. Parce que sur les articles de blog, je vais publier mon expérience personnelle avec tel patron. Et ça s'arrête là. Alors, c'est hyper intéressant pour avoir un style, pour avoir un rendu de tel patron en ma taille, etc. Ça a plein d'avantages. Mais j'avais envie d'un support sur lequel je pouvais apporter des conseils en fait sur des sujets plus vastes et peut-être un peu plus techniques. Hein, voilà, c'était un petit peu ça l'optique. Et voilà, moi j'adore ça parce que je trouve que le format aussi est hyper intéressant. Parce qu'on peut écouter, contrairement à une vidéo, je trouve on peut écouter en cousant. Et moi, j'aime bien écouter des podcasts quand je couds. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai eu cette idée. Voilà, en tout cas, je trouve le support me convient beaucoup mieux que la vidéo. Donc j'ai continué vers cette discipline. Eh ben, je te souhaite que ça continue longtemps et en effet... N'hésitez pas à aller écouter le podcast d'Élodie Un vendredi aux myrtilles qui va se retrouver sur toutes les plateformes comme le mien et puis sur son blog aussi dans la rubrique podcast. Élodie, on a parlé de la couture, de tous les présentations de patrons que tu fais sur le blog, sur ton blog, les choix des tissus, de la broderie, tu as même fait un e-book gratuit comment débuter la broderie. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller regarder le blog d'Élodie. Et puis c'est très très joli patron en collaboration avec des illustratrices talentueuses. Si vous êtes dans la région d'Élodie, à côté de Toulouse, n'hésitez pas à la contacter pour des cours de couture ou des cours de broderie. Et puis ben voilà, plein de créations encore, plein de couture, plein de tricots. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça, ton expérience du travail sur les grandes tailles, sa mise en avant, une image pour les patrons, etc. C'était très intéressant, très très riche. Oui, moi j'adore parler, donc en fait je me dis le podcast va durer 2 heures à cause de moi, mais j'aime beaucoup parler de couture et de tricot, de broderie et je suis un peu intarissable, donc voilà, c'était un super moment. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Eh ben, merci à toi. Je trouvais ça intéressant entre podcasteuses d'échanger un petit peu aussi nos expériences. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis, à bientôt, Élodie. On peut te retrouver donc sur ton blog, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire vite fait le... Oui, c'est Élodie Blueberry un peu partout. Donc... Mon site c'est elodieblueberry.fr, Instagram c'est elodieblueberry, Pinterest aussi et Facebook aussi. Donc normalement c'est un vendredi aux myrtilles pour le podcast audio, sinon tout le reste c'est Elodie Blueberry. Voilà. Très bien. Et on remettra toutes ces infos dans l'article de blog. Merci beaucoup et puis bonne couture, à bientôt. Merci Mathilde. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Élodie. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture. Ce podcast a été réalisé bénévolement et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Ko-fi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture!